Boulanger est heureux de vous présenter Bande de Food. Bonjour à tous, bienvenue dans Bande de Food, le podcast de Bouche. Aujourd'hui, nous sommes à Giverny, dans l'univers du célèbre peintre Claude Monet, mais aussi dans l'univers de David Gallienne, chef étoilé au Jardin des Plumes et le vainqueur de Top Chef 2020. Salut David. Salut. Autour de toi pour parler des bons produits, de l'artisanat local. On a Laurie Bénard de la ferme de l'Écoufle à Saint-Marcel. C'est ça. Bonjour Laurie. Élodie Sevestre, une combattante du goût et des techniques ancestrales à la distillerie Franc-Tireur de Franqueville-Saint-Pierre. Bonjour Élodie. Bonjour. Puis Sébastien Ripari. Alors Sébastien, il a le titre le plus prestigieux, c'est l'ami des chefs. Et comme les amis de nos amis chefs sont nos amis, bah, tu es le bienvenu. Merci Xavier. Tu célèbres, tu valorises, tu mets en scène tous les chefs et tu vas nous expliquer comment à travers ton bureau d'études gastronomiques dans un instant. Et puis enfin Xavier Van Kerbroek, mon paname sur Instagram que tout le monde connaît, qui attire à lui les bonnes adresses de Paris et au-delà du périphérique aussi. Salut Xavier. Bonjour. Ça va? Content de te revoir? Oui, ça va très bien. David, on est dans un lieu bucolique et un petit peu le paradis des fleurs ici. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cet endroit pour t'installer? C'est le million de visiteurs par an? C'est le déjeuner sur l'herbe de Claude Monet? C'est quoi? C'est mon ami Éric Guérin, prédécesseur de cette jolie maison à colombage bleu qui est juste derrière nous, qui m'a convié et invité à travailler pour lui. Et effectivement, quand j'ai mis un pied ici, j'ai su tout de suite que c'était là que je terminerais ma carrière. Éric Guérin, c'est le chef de la Mare aux Oiseaux en Vendée? À Guérande, exactement, plus précisément dans le Marais de Brière. Et Éric, c'était sa deuxième maison, puisque c'est un enfant du village. Et voilà, il a essayé d'instaurer quelque chose. Alors c'est très, très compliqué de gérer deux maisons avec la distance, forcément. C'est comme ça que j'ai repris la maison de toutes pièces en 2020. Et alors Éric Guérin, il avait une étoile, tu as repris le restaurant qui était étoilé et tu as gardé cette étoile? Exactement. Ça fait quoi d'avoir une étoile? Ça fait, c'est la récompense d'un travail d'équipe surtout, parce qu'on parle effectivement toujours du chef, mais un chef sans ses équipes, il n'est pas grand-chose. Et puis il y a un autre fait d'armes, c'est quand même que tu es le vainqueur de Top Chef 2020, qui est quand même l'émission la plus connue des Français sur la cuisine. Tu étais dans la team de qui sur Top Chef? Moi j'étais dans la team Hélène Darroze. Ah ouais. Voilà. Ça s'est bien passé? Team Maman Poule, voilà, c'est une femme qui a un grand cœur avec un talent et un palais surtout très affûté. Moi qui m'a toujours, qui a toujours été en tout cas dans mes retranchements et qui est allé chercher même plus loin que ce que je proposais. Effectivement, sur le goût, elle a un palais quand même qui est très affûté. Alors on est avec une autre Maman Poule, Laurie Bénard, la ferme de l'Écoufle. Oui. T'en as combien des poules? J'en ai 1600. Du coup, ça fait combien d'œufs par jour? On est à peu près à 1000, 1002. Alors moi, je connaissais Adopte un mec, mais je connaissais pas Adopte une poule. Ah oui? C'est quoi Adopte une poule? Alors Adopte une poule, en fait, c'est un site internet qui permet de commercialiser son cheptel de poules une fois qu'on a travaillé avec. Moi, j'adhère à Adopte une poule. Dès que je veux que mes poules partent de l'élevage, au lieu de les tuer, et ben, du coup, elles partent. Les gens les récupèrent et ça évite d'aller à l'abattoir. Oui, en fait, moi, je mets mon lot en place. Elles vivent en quelque sorte leur retraite paisiblement. Oui, voilà. Moi, j'ai voulu faire ça en faisant de l'élevage de poules. Je me suis dit, bah, c'est super, mais j'ai vraiment pas envie qu'elles meurent à la fin. Donc, mon idée, c'était qu'est-ce que j'en fais après? Et du coup, Adopte une poule, c'est un site qui permet à toute personne en France d'acquérir une poule. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait un engouement pour l'adoption de poules. Oui. Il y a des articles qui sont sortis pas plus Oui. tard que hier dans le Parisien sur les gens qui se précipitent pour se doter de C'est poules. ça. Parce que c'est le meilleur outil écolo. Bah oui, la c'est poule. super. Une poule, on peut tout lui donner, les restes, on peut faire plein de choses. On est autosuffisant, on a oui, des œufs, super. Ouais. on fait du compost. C'est ça. Et puis il paraît que les fientes de poule, c'est super bon pour l'engrais. Tout à fait, dans le jardin. J'imagine que tu fournis des grands restaurants, des brasseries, bref. Ouais, surtout Des restaurateurs. des restaurants gastronomiques. Ouais. Ouais. En fait, la petite histoire, c'est que quand j'ai eu mes petites poules qui sont arrivées à mon élevage, je me suis dit, bah, c'est bien, mais je fais quoi de mes œufs? Donc du coup, je me suis dit, le mieux, c'est peut-être d'aller voir les restaurants et pour justement apporter un peu plus à mon œuf, et ben, je me suis dit, je vais aller voir les gastros. Rassure-moi, ils sont pas élevés en batterie comme toutes les imageries qu'on voit à la télé. Non, ils sont en plein air. Ouais. Non, ils sont en plein air. Non, bien sûr. Elles ont tout un petit prénom, toute une petite cage, tout un petit truc. Non, elles n'ont pas tout un petit prénom, mais elles me reconnaissent tous, donc c'est super. C'est Laurie qui arrive. Ouais, c'est Laurie. Mais c'est vrai en plus, hein. Non, vraiment, quand je rentre dans le poulailler, déjà je frappe avant, j'annonce que j'arrive et elles le savent en fait. Je confirme.
tu confirmes, bah oui, t'es déjà venu. Ouais. Et du coup, j'ai eu la chance que tout le monde m'a ouvert les portes et je travaille aujourd'hui avec quasiment tous les restaurants gastronomiques autour de la ferme. Élodie, toi, tu es une combattante du goût C'est ça, et des techniques ancestrales, c'est ça. si j'ai bien lu, Ouais, tout à fait. à la distillerie Franc-Tireur. Qu'est-ce que tu L'aile ou fais la comme cuisse. breuvage? Alors aujourd'hui, on a 7 spiritueux. On a 2 gins, 2 rhums, 2 pur malt. C'est quoi la différence entre le pur malt et le whisky? Alors, la différence entre le pur malt et le whisky, c'est que le pur malt va avoir moins de 3 ans de vieillissement. Ouais. Et on a l'appellation whisky à partir du moment où le pur malt a 3 ans à partir du moment où le whisky a 3 ans de vieillissement dans un fût. Et alors, tu as un alambic particulier? Un très bel alambic que nous a fabriqué rien que pour nous Alain Lagorce. Qui est meilleur ouvrier de France? Meilleur ouvrier de France, décoré par François Mitterrand à l'époque. Enfin, voilà, c'est un très beau personnage qu'on apprécie beaucoup. Il a fabriqué notre alambic pendant 1 an et c'est un alambic à colonne de 800 litres, tout en cuivre. Et il a une grosse particularité, merci David. Il a une grosse particularité, c'est qu'il a une colonne de rectification dans laquelle il y a un petit secret d'assiette à étage dedans. Et en fait, le secret, c'est que les vapeurs d'alcool vont passer à travers ces assiettes et c'est ce qui va nous donner des spiritueux très soyeux, très ronds, très grands en bouche et c'est ce qui nous permet vraiment de ne pas sucrer nos alcools, de ne pas mettre d'additifs, de choses comme ça, de mauvaises choses dedans. Et on a aujourd'hui des spiritueux qui, voilà, c'est le cœur de chauffe de l'alambic qui sort de l'alambic, réduit très lentement avec de l'eau osmosée. Mais c'est vrai que quand l'alambic est en fonctionnement, on n'est pas en 2022. On est en 1922, j'aime bien dire ça à chaque fois parce que c'est vrai que cette pièce-là, elle est tellement magnifique. C'est rare aujourd'hui d'avoir la chance d'avoir une pièce comme ça. Et il y a des odeurs, il y a des bruits, il y a de la vapeur. Enfin, on est vraiment dans un autre monde quand on regarde l'alambic tourner. Alors, tu travailles aussi avec plein d'artisans, des herboristes, pour donner encore un peu plus de saveur à tes produits. Tout à fait. Tu travailles avec des tonneliers? Ouais. Tu as des tonneaux très particuliers? Ouais, on travaille nous avec Valérie Defriche qui est le dernier tonnelier en Normandie à côté de Lisieux. Donc pour nous, il nous chauffe, il nous rabote des fûts de Châteauneuf-du-Pape. Il va chercher des fûts là-bas, il les retravaille. Et dernièrement, on lui a demandé une chauffe assez particulière et il l'a réalisée parfaitement. Et on arrive à faire vieillir nos spiritueux dans ces fûts-là et on arrive à avoir des notes sublimes. Pourquoi ça s'appelle Franc-Tireur? Vous êtes partisan de quoi? C'est un état d'esprit. En fait, c'est un état d'esprit. Un franc-tireur, c'est, pour rappeler un petit peu ce que c'est qu'un franc-tireur, c'est pendant la guerre, on appelait des combattants indépendants des francs-tireurs. Ouais. Et on a vraiment cet état d'esprit où on veut lutter contre l'uniformisation de tous les alcools qu'on peut connaître. Surtout ces alcools qui sont sucrés, qui sont colorés, qui sont... Alors toi, Sébastien, tu as le bureau d'études gastronomiques. Qu'est-ce qu'on fait dans un bureau d'études gastronomiques? On fait la cuisine ou pas? On fait faire la cuisine. Encore mieux. Et puis Non. En fin de compte, l'idée, elle est venue comme ça. Il y a 27 ans, j'avais des copains chefs. Il y avait où tu étais chef audité par des chefs, où tu étais critique gastronomique ou journaliste culinaire. Et entre deux, il n'y avait rien. Ouais. Et je trouvais qu'il y avait plein de choses à faire. Prendre en compte l'expérience client, accompagner le chef pas seulement sur sa cuisine. Un chef audité par un chef sera toujours meilleur que moi, mais ça ne s'arrêtait pas qu'en cuisine, ça s'arrêtait sur l'audit de la salle, le 360 degrés, sur l'avenir du chef, à un moment donné où les chefs commençaient à sortir un petit peu de l'anonymat et devenaient plus starisés. Donc ils avaient des attentes et des demandes qui étaient différentes de leurs papas chefs et grands-parents, parce qu'on avait des problématiques actuelle qui n'était pas celle d'avant. Et donc il fallait prendre quelque chose au milieu de tout ça. Et comme à l'époque j'avais plein de copains et je faisais conseil contre gamelle comme j'expliquais, c'est-à-dire que c'était un moment juste de partage. Et ça se faisait comme ça, de façon très sympathique, en disant qu'est-ce que t'en as pensé. Et comme je n'étais pas chef, au tout départ on m'a reproché de ne pas être chef, puis finalement c'est devenu une force. Puisque comme je n'étais pas chef, je pouvais leur dire oui, je ne sais pas le faire, mais je vais t'expliquer pourquoi je pense qu'il faudrait changer ci ou ça sur la recette, sur ton positionnement, sur ton restaurant, le pourquoi ton restaurant a perdu de la clientèle, le pourquoi ton restaurant perd en notoriété, pourquoi ta cuisine aujourd'hui n'est plus forcément la tendance actuelle par rapport à ta cible clientèle. Puisque finalement, un bon restaurant, c'est très simple, c'est un restaurant qui marche. Le bureau d'études est né de ce constat-là. Il fallait trouver quelque chose. Donc j'ai créé tous les métiers qui existent entre deux, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui agent de chef, conseiller en image du chef, etc., etc. Le bureau d'études est comme une guilde de gens qui aiment la cuisine et la gastronomie. Alors j'ai des architectes, j'ai des chefs étoilés, En 27 ans,
En fin de compte, tout ce qu'il y avait entre le chef et le critique gastronomique a été remodelé pour avoir une espèce de vision 360 degrés. Parce qu'un chef, un vrai, il est souvent dans sa cuisine, même très souvent dans sa cuisine. Et donc, ils ont beaucoup de mal à sortir de l'établissement pour aller voir ce qui se passe un peu plus loin, c'est-à-dire déjà dans la région. Puis sur le national, moi j'ai la chance d'avoir fait 250 restos par année dans le monde entier pendant des années. J'ai des copains chefs dans tous les coins qui sont des chefs très connus, référents du Brésil, de Chine, d'Istanbul, etc. Donc quand je vais les rencontrer, je vois ce qui se passe, l'évolution de la gastronomie à l'international. Il faut penser qu'il y a des pays à l'époque qui étaient ce qu'on appelait des pays sans gastronomie. La Turquie, par exemple, personne n'allait en Turquie manger. Alors qu'en allemand, il y a une cuisine extrêmement intéressante en Turquie qui vient effectivement de l'Empire ottoman, absolument, et de l'ancêtre de cette partie. Et les chefs turcs ont commencé à se mettre en avant, à reprendre la formation qu'ils avaient eue en France avec des grands chefs, à repartir dans leur pays, et puis à appliquer les techniques françaises qui sont les meilleures du monde, pas forcément la cuisine française. Le salage. Ouais, c'est ça. Et arriver au final à tout ça, à porter une cuisine identitaire, forte, référente en la gastronomie de leur pays, mais avec les techniques apprises chez les grands chefs français qui fait des résultats. Et tout ça, cette expertise prise à travers le monde, je la ramène avec moi. Et quand je vais voir un copain chef, je lui dis attention, tu sais qu'aujourd'hui, il y a ça ou ça ou ça. Et même les chefs français ont commencé à aller chercher du sumac, par exemple, des produits comme ça, les intégrer dans leur cuisine et évoluer. La gastronomie a une évolution absolument incroyable depuis les années 70. J'allais dire, depuis l'arrivée du Goemio, où il a commencé à parler de nouvelles cuisines, et puis ça a eu une explosion. On est parti dans tous les sens, la France en premier, et puis ensuite on a eu la fameuse cuisine espagnole, portée par des El Bulli, puis ce qu'on appelle la cuisine nordique, portée par Noma et des Rezepi. Et puis ça se développe tout ça. Et ça arrive à un la cuisine française portée par David. Absolument. David, t'as mis quoi à la carte par exemple? Le premier plat est toujours un rappel et un souvenir d'enfance, parce que je souhaite que les clients comprennent comment je suis arrivé dans la cuisine. Moi, je suis arrivé dans la cuisine grâce à mes grands-parents qui cultivaient eux-mêmes leurs propres légumes, qui élevaient leurs volailles, etc. Et en fait, je pense que j'ai été nourri à bonne école. On allait en grande surface uniquement pour acheter du produit vaisselle. Et ma grand-mère, qui a élevé des enfants de la DAS, cuisinait pour la fratrie. On était souvent 10-15 à table. Et du coup, voilà. Et ça, le premier plat, c'était le céleri rémoulade de ce midi. Et ce qu'on sait bien, c'est que le céleri rémoulade, ça fait partie des plats que j'appelle assassinés par les cantines, en fait. Il y a plein de choses bonnes comme la macédoine. Et j'adore m'amuser en fait avec ça sur des produits simples. Parce que des trucs dont on n'a plus envie, qui datent de l'enfance. Ils nous ont calmés là-dessus. Enfin, beaucoup d'une génération qui a été massacrée sur la betterave en cube. Mais le céleri rémoulade ont un bon exemple. Alors que quand c'est bien fait, c'est superbement bon, quoi, en fait. Voilà. Le poireau pommes de terre. Voilà, le poireau vinaigrette. T'as toujours voulu être chef ? Je pense que si j'avais pas été cuisinier, j'aurais peut-être été maraîcher, parce que j'ai besoin de ce rapport à la nature et au terroir. Et ici, c'est un paradis sur Terre, parce qu'en fait, c'est un vrai terrain de jeu. Et c'est parce qu'il a un besoin de rapport au terroir que tu as reçu aussi le président de la République et le Premier ministre japonais ? Je sais pas si c'est grâce à ça, mais en tous les cas, c'est vrai qu'on a... Giverny, la réputation, on la fait plus. Monet, c'est 1 million de touristes de mars à novembre, donc c'est énorme. Hein. Et effectivement, le Japon, parce que Monet adorait ce pays. Une grande partie de sa vie dédiée au Japon. Ça reste un des pays qui m'a le plus marqué. J'ai eu la chance d'y aller 3 fois, et c'est vrai que je souhaite à tout cuisinier d'aller vivre cette expérience. Pour juste une histoire, le Japon fait partie de la gastronomie française pour une raison simple, c'est que c'est Paul Bocuse, à la fin des années 60, qui a commencé à apporter des jeunes restaurateurs français au Japon et à faire venir les premiers chefs japonais en France. On n'avait pas tellement cette idée. On vient d'un monde où la gastronomie française était assez cloîtrée dans l'Hexagone, voire dans sa régionalité, voire même au niveau des chefs. On connaît l'histoire des chefs dans les années 50-60, où les livres de recettes sont faux, où les chefs ne donnaient absolument pas leurs recettes à leurs voisins de peur qu'ils fassent la même chose, voire mieux, et qu'ils récupèrent sa clientèle. Et Bocuse, qui avait cette espèce d'état d'esprit d'ouverture, de patron de cette gastronomie française globale, où ses copains venaient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest de la France, peu importe, a pris des chefs français et a fait venir des chefs japonais.
Et on a commencé à découvrir qu'il y avait d'autres cultures gastronomiques. Et surtout, c'est les premiers chefs qui sont venus apprendre les techniques françaises chez les grands maîtres pour repartir et faire cette adaptation de leur cuisine identitaire, mais avec un savoir-faire différent. Et on a eu les premières fusions. Ensuite, on les connaît. La fusion, par exemple, Nikkei, c'est une fusion entre la cuisine japonaise, parce que ce sont des exilés. On oublie qu'en fin de compte, entre le Japon et l'Amérique du Sud, c'est en face. Parce que nous, on voit toujours la planisphère dans l'autre sens. Et donc, ils ont juste traversé, ils ont été en face, ils sont arrivés avec les ceviches péruviens, qui sont des gros morceaux de poisson un peu mal taillés, mélangés, etc. Ils se sont dit, vous savez faire ça, nous on sait les tailler, et ben on va commencer à faire cette cuisine fusion différente. Et les premières fusions sont nées évidemment de Monsieur Paul, avec cette volonté de faire l'effort d'aller voir les autres et de faire venir les autres chez soi. Et ça a commencé comme ça. David, est-ce que tu fais comme beaucoup de chefs des cours de cuisine? Si on a envie d'apprendre avec toi, on a le droit? Exactement. On a créé l'école de cuisine il y a peu de temps. Et donc, 2 samedis par mois, je donne rendez-vous aux gens novices ou pas d'ailleurs, parce qu'on a aussi des gens qui sont passionnés et semi-professionnels, j'ai envie de dire, qui viennent découvrir mon univers. Et c'est avant tout un moment de partage que je leur offre à travers les produits que je vais chercher sur le marché le samedi matin. Et ensuite, on construit le menu ensemble, on cuisine ensemble et on mange ensemble. Ça va. Alors après, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir quand même ici à Vernon un marché le mercredi et le samedi qui est quand même très très riche et avec de très beaux produits. Parce que c'est vrai que tu disais, Sébastien, il y a eu des différentes tendances, des évolutions de El Bouilly à René Redzepi, etc. Et puis il y a surtout eu des modes de consommation qui ont changé. C'est qu'avant, on voulait avoir les plus belles fraises toute l'année. Aujourd'hui, c'est un crime. Alors moi, c'est vrai que j'ai été éduqué comme ça, donc c'est quelque chose que je prône depuis très longtemps. Mais oui, il y a une saisonnalité. J'ai même envie de dire, dans une saison, il y a une saison. Parce que la saison de la tomate, elle commence très tôt, elle termine très tard. Mais en Normandie, pour moi, la saison de la tomate, c'est au mois de septembre. Peut-être que dans 50 ans, on mangera des tomates au mois de juin. Ouais. Comme on peut avoir dans le sud. Sébastien, tu as travaillé aussi avec Alain Ducasse. J'ai développé pour Alain tous au restaurant. J'ai quand même réussi à faire une chose sur une idée d'un chef. C'était à Mougins. J'étais partenaire des Étoiles de Mougins. J'ai un chef qui s'appelle Le Lièvre et qui avait réalisé un dîner dans son restaurant à Toulon, les Pains Penchés, pour les Restos du Cœur. Et il donnait 100% de la caisse, pas le bénéfice, aux Restos du Cœur. Et depuis ce jour-là, eh ben, chaque année, il y a des événements qui sont faits avec des chefs solidaires et ils donnent 100% de la caisse, vraiment, qu'ils ont faite au Resto du Cœur. N'y avait-il pas de plus joli lien depuis l'idée de Coluche de permettre à des gens qui n'iront peut-être jamais dans les grands restaurants, leur permettre, grâce aux grands restaurants, de manger correctement un petit peu dans leur vie. Donc voilà, donc c'est une chose qui me touche beaucoup et moi j'ai toujours fait un peu de solidarité en parallèle. Tu associes beaucoup la culture et l'art, enfin la cuisine et la culture, la cuisine et l'art. Tous les chefs ont des coups de cœur musicaux, ont des coups de cœur artistiques. Il y en a qui ont des œuvres d'art absolument géniales partout, on les connaît. Et donc la cuisine est un art. Et c'est toujours intéressant de mélanger tout ça. Il ne faut pas compartimenter les arts. On est humain, on peut avoir envie de manger une certaine chose un certain jour avec une certaine musique dans une certaine ambiance. La question la plus récurrente qu'on me pose toujours, c'est quel est le meilleur restaurant de ta vie? Quel est le plus grand chef? La réponse, il n'y en a aucune. Je peux prendre plus de plaisir avec vous aujourd'hui, avec ces produits super partagés ensemble, que m'ennuyer tout seul dans un 3 étoiles pendant des heures. La dernière grande émotion que tu as vécue, c'était où? C'est chez lui. Alors, quand on m'a posé la question, je me suis dit, je vais aller un idiot, puisqu'évidemment, je vais... Non, mais t'as le droit d'être chez Gorner, il n'y a pas de problème. Mais il sait que je ne le suis pas. Mon Dieu, c'est ce qu'a fait ma réputation aussi. Non, c'est vraiment chez David, c'était il y a 3 mois, quelque chose comme ça, où je ne l'avais pas regoûté sa cuisine depuis l'époque où il était le chef pour Éric Guérin ici. Et donc j'avais besoin de voir s'il avait un petit peu quitté son maître, ce qui est un travail normal de chef,
À un moment donné, tu fais la cuisine d'un chef. Je fais une petite parenthèse sur une chose que j'adore qui s'appelle l'octaphilosophie, qui a été développée par Il va falloir que t'expliques. par un chef, par un chef qui s'appelle André Chang. André Chang, il a été le chef pour les Pourcel pendant longtemps, puis ensuite il a été chez Bras, puis quand il est parti en Asie, il a remarqué qu'il refaisait la cuisine des autres chefs. Son influence. Et il s'est dit, mais qui je suis dans cette cuisine? Donc il a arrêté, il a repris ses cahiers, et il a vu qu'il y avait 8 mots qui venaient régulièrement dans sa cuisine. Il y avait pur, il y avait tradition, etc. Et il s'est dit, ma cuisine, c'est ces 8 mots. Donc je vais retravailler cette cuisine pour me distancier par rapport à mes grands maîtres, mais pour trouver mon identité. Donc quand j'ai été voir David, je me suis dit, tiens, je l'ai connu comme étant proche d'Éric Guérin, je connais parfaitement la cuisine d'Éric, donc je l'ai connu faisant ça, et il fallait que je le découvre devenu lui-même chef, devenu lui-même patron de sa maison. Et donc ça a été une très 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 belle surprise. Je lui ai déjà dit, mais je le redis officiellement et devant tout le monde, et sans aucune flagornerie. Ça a été une très belle surprise parce qu'il a mis une chose d'abord dans sa cuisine, il a mis plusieurs choses, mais 2 choses qui m'ont touché, c'est son retour à l'enfance. Ça, je trouve ça toujours merveilleux. Et puis, c'est la défense de son territoire, de ses terres. Je vais t'expliquer qu'on mange très bien ici, il y a des gens formidables autour de cette table, nous en avons la preuve, et on fait des choses très bien. Et ce mélange de poésie et puis de dureté du chef qui est importante, parce qu'un chef, un bon chef, c'est un chef qui assume ses choix. T'es d'accord ou t'es pas d'accord, mais il va le faire jusqu'au bout, et il va t'expliquer pourquoi il l'a fait. Et ça, il l'a compris et il l'a mis en pratique. Donc mon dernier coup de cœur, un des grands coups de cœur, et pourtant, Dieu sait si c'est compliqué aujourd'hui de me faire rêver. Je suis un peu un enfant gâté là-dessus, terrible à dire, mais c'est vrai, d'avoir eu et le personnage, l'ami, le chef et le cuisinier. Tu milites aussi pour la gourmet street food. Mais bien sûr, la street food est une chose formidable qu'on a énormément à l'étranger. On a commencé avec les food courts il y a très longtemps maintenant qui arrivent en France. On a ce côté manger sur le pouce avec une variation absolument impossible. Puis la street food aussi, c'est ce côté je picore un peu de tout. Ouais, moi je pense que on l'a délaissé aussi. Bien sûr. On a oublié le parisien, quoi, le jambon beurre, quoi. Ah ouais. Et moi j'irais plus loin. Je pense que on la nomme street food, mais je pense qu'il n'y a pas de. Généralement on me dit. Toi, t'es quoi? T'es street food, t'es bistronomie ou t'es étoilé? En fait, comme toi, ça dépend des jours. Je prends du plaisir. Moi, je veux que ça soit authentique. C'est-à-dire quelqu'un qui fait une bonne pizza au coin de la rue, ouais, ça peut être, c'est parfait, quoi. Voilà, je ne vais pas m'en priver. Et voilà, la bistronomie ou les bistrots, ont aussi beaucoup joué dans le retour au produit. Une bonne blanquette de veau. Voilà, oui. Un bourguignon. Une bonne poule au pot. Mais encore une fois. Avec des bons produits. Voilà. Un bon poulet rôti. Ouais. Dans cette émission, on aime bien que nos invités recommandent un petit peu les bonnes adresses et les bons produits. David, tu m'as dit la Torgoule. La Torgoule, ouais. C'est un dessert normand, je crois. Je pourrais en manger matin, midi et soir. Comment on fait c'est un riz au lait qui est cuit au four pendant plus de 7 heures, parfumé à la cannelle. Une histoire ancestrale, parce que la Torgoule, c'est très très ancien. Selon la légende, ça remonte à l'époque où le riz et les épices sont débarqués par bateau sur les côtes normandes. Ouais. On a la chance d'avoir une confrérie qui est située à Houlgate, et c'était servi avec une fallue qui est une brioche un peu qui ressemble à une gâche. Ouais. Et ça aurait été une recette qui aurait été inventée et créée par erreur par la femme d'un marin pêcheur qui l'aurait oubliée en fait au four tout simplement, et qui était sans doute prédestinée à nourrir les marins quand ils partaient en mer. Donc quelque chose d'assez consistant. On a très peu de riz dans la recette par rapport à la quantité de lait, donc on a comme une confiture de lait parce que ça cuit très longtemps, donc ça réduit fortement. Donc on a quelque chose de très crémeux sur le dessus, un peu plus compact sur le fond. C'est cuit dans un moule en terre cuite qui est bien particulier, et c'est divin. Et alors quand David Gallienne n'est pas dans sa cuisine du Jardin des Plumes, il va dans quel restaurant? Eh bien, mon dernier coup de cœur, je ne suis pas très objectif, c'est un David aussi, et on a fait nos armes dans la même maison, c'est David Toutain. Voilà. Ça reste, je crois, une des meilleures tables que j'ai fait avec Alexandre Gauthier. David Toutain, c'est rue sur Couve, Paris 7e. Deux étoiles. Deux cuisines complètement différentes, deux personnages différents,
2 expériences différentes. Et Alexandre Gauthier, c'est à côté du Touquet, à la Grenouillère. C'est ça, la Grenouillère. Et voilà, dans l'expérience hôtel, etc., on en a un qui est vraiment sur Paris et donc qui est un restaurant de ville, j'ai envie de dire, et l'autre qui est plutôt un restaurant de campagne avec un chef propriétaire et hôtelier aussi. Et pour le coup, voilà, ce sont 2 expériences qui m'ont vraiment marqué. Laurie, quand t'es pas à la ferme de l'Écoufle? J'aime bien les 3 étangs à Jouy-sur-Eure. J'aime beaucoup ce restaurant parce qu'il est très calme, donc on s'est entouré d'étangs. Et moi j'aime bien quand on mange bien, parce que la cuisine de Corinne est très bonne. Enfin, j'apprends beaucoup de choses à travers sa cuisine, des choses que je connais pas du tout, et j'aime beaucoup. Et ce cadre idyllique. Et un autre resto peut-être? J'aime bien les Stampis aussi, la famille Érisée, qui est à Vernon. Voilà, c'est pareil, les plats ils sont toujours parfaits. Élodie, toi tu as un produit, une adresse à recommander? Alors le Jardin des Plumes, on l'a déjà fait. Voilà, j'allais dire, je vais pas être... mais moi, j'ai pour la première fois vraiment connu ce que c'était que de ressentir de l'émotion à travers une assiette, limite à avoir les larmes aux yeux tellement que c'était bon chez David. Et donc, voilà, je suis pas très original, mais mon coup de cœur, c'était celui-ci. Xavier, toi, tes dernières adresses? Moi j'ai beaucoup aimé Mâche, qui se trouve rue Chabrol, dans le 10e, avec un chef, Michael, qui est passé par le Clarence et qui a beaucoup voyagé, qui a fait 40 destinations. Enfin, très coloré déjà dans les plats. Il se passe beaucoup de choses. Ils servent les plats un peu à l'aveugle, c'est-à-dire qu'ils disent pas ce que c'est. Et donc il y a un jeu qui s'instaure à reconnaître les saveurs. Et donc du coup, il y a aussi une relation qui se crée avec la salle, puisque on vient débriefer et elle donne la réponse, quoi, la vraie. Des fois, on a raison ou pas. Pareil sur les vins, donc c'est assez... mais beaucoup de surprises. Moi, j'aime être surpris et qu'il y a de l'émotion. Effectivement, il y a une lotte fabuleuse avec mûre et hibiscus. Enfin, il y a des choses beaucoup d'utilisation de café, enfin, des choses assez étranges, mais très cohérentes. Et un très, très bon moment. Et j'en ai un deuxième aussi. Il y en a un, l'Épuisette, qui se trouve aussi dans le 9e pour le coup. Et je trouve qu'il y a peu de restaurants de poissons drôles, enfin un peu marrants, quoi. Enfin, où on est souvent dans les couteaux, l'huître, le plateau de fruits de mer. Et là, ils sont bien sûr sur de la marée, donc de la pêche durable. Et donc là, par exemple, il y avait... une sèche, un encornet farci à la soubrossade. Et donc il y avait des plats comme ça gourmands, j'ai trouvé, de mer et qui sortaient de l'ordinaire sur ce type de restaurant. Jamais 203? Ah bah 3, moi comme je pouvais, j'ai ramené vraiment un livre de recettes. Il y en a beaucoup que je regarde, les photos, etc. et que je mets, je vois l'endroit près de ma cheminée. Et pour le coup, il y en a quelques-uns que j'ai utilisés, et notamment celui d'Elvire Ramasson. Et j'ai trouvé son livre vraiment utile, parce que ce sont des recettes réalisables. Et il y a, par exemple, elle est suédoise, donc elle nous fait les boulettes suédoises. Qu'on a des fois mangé en allant chercher des meubles, mais là on les mange en vrai. Et il y a aussi des carottes façon merguez. Et voilà, donc c'est des choses simples, gourmandes, et que tout le monde peut faire. Et je trouvais ça bien, parce que je parle très très rarement de livres de recettes, quasiment jamais, parce qu'effectivement je n'utilise pas, je trouve ça con de dire que c'était bien. Et celui-là, je l'ai utilisé beaucoup. Il y a un autre livre, comme ça nous permet de passer à Sébastien. C'est moi qui vais en faire la pub. C'est le tien, L'ami des chefs. Oui. Voilà, c'est ce qu'on disait au début. Voyage dans les coulisses de la gastronomie. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre? C'est un focus de 27 ans d'expérience sans prétention, à un instant donné, de savoir pourquoi les femmes en cuisine, elles ne sont pas forcément si nombreuses que ça. Qu'est-ce que c'est que la gastronomie durable? Qu'est-ce que c'est que la gastronomie dans son ensemble? Comment ça se passe à l'étranger? Quelques anecdotes autour des chefs et de mon expertise. C'est un livre qui s'adresse à un grand public. Il y a très peu de choses d'expertise. À la fin, il y a les cahiers de l'expert où j'explique comment on va lire une carte dans un restaurant. Petite cantine à recommander? Cantine du Troquet, Christian Etchebest, encore une fois, parce que c'est sans prétention, parce que c'est le Sud-Ouest, parce que c'est les copains, parce que tu as ce qu'il a envie d'avoir, à un prix défiant toute concurrence. On est Paris, encore penser toujours au prix du mètre carré, à l'investissement, parce que c'est le côté franchouillard, comme ces tables à carreaux qu'on aime. Tu viens pas, tu t'assieds, tu manges ça, t'as pas le choix, goûte ce vin, goûte ça, rajoute ça, le pain il est là, coupé en morceaux, le beurre il déborde,
t'en mets trop, etc. Tout Les ça couteaux, se mélange. Les couteaux servis généreusement. Voilà, à la Là, il y en a bien. Candebord, à la Faut les compter, mais Gégo, il y en à a toute cette presque 20, bande-là. quoi, Ouais. voilà, ouais. Donc la cantine du Troquet, enfin les cantines du Troquet, mais principalement pour moi, celle du 15e, qui est un petit peu mon quartier général parisien. On passe du sud-ouest à Montpellier. Oui, parce que d'abord, c'est Jacques et Laurent Pourcel, c'est des gens que je connais depuis l'ouverture à l'époque du bar Rouge et du restaurant T'arrives à 2004. faire la différence entre les deux? C'est vraiment Oui, des jumeaux. oui. Maintenant, oui. Il y en a un qui a toujours une montre et l'autre qui n'en a pas. Et du coup, je me suis dit, à chaque fois, je disais bonjour, montre égale Jacques Pourcel. Bonjour, bonjour. Et un jour, évidemment, il est venu sans sa montre, donc je l'ai pris pour l'autre, etc. C'était impossible. Maintenant, depuis tant d'années, je les reconnais très bien, évidemment. Ils sont très copains. Et la partie Pourcel, moi, c'est des gens que j'aime beaucoup parce qu'ils sont arrivés, ils ont acheté un squat à côté d'un cimetière un jour, un petit restaurant. Ils sont 3, il y a Jacques et Laurent Pourcel et leur associé Olivier Château. Ils font un petit restaurant. Ce petit restaurant, il l'appelle le Jardin d'Essence, puis il prend une étoile, puis il prend une 2e étoile, et puis il prend une 3e étoile. Et puis ils restent avec leur 3e étoile. Et puis la vie fait en sorte qu'ils font beaucoup de petits à travers le monde. Et puis ils passent de 3 étoiles à 2 étoiles. Et puis finalement, ils décident d'arrêter ce restaurant, ils le revendent. Ils partent sur un autre projet. En attendant, ils font une plage, ils font un petit lieu, et ils ouvrent le nouveau Jardin d'Essence, qui est un endroit, c'est un hôtel-restaurant, qui est un des plus bels endroits de France. Les salles sont somptueuses, la cuisine de Laurent et de Jacques, elle est évidemment au top. C'est une expérience, et c'est des gens, encore une fois, qui ont reçu et les honneurs de la profession et la jalousie de la profession. Ils continuent leur chemin. Ensemble, fidèles, vous allez retrouver dans leurs équipes des gens que j'ai connus il y a 20 ans, qui étaient là, qui étaient à l'accueil il y a 20 ans, qui aujourd'hui sont sous-directeurs de l'hôtellerie. C'est de la fidélité dans une région qui va de Sète à Montpellier, en passant par le bassin de Caux, là, etc. Tout ça se mélange et c'est juste formidable. Et je vous le conseille évidemment, il y a le bistrot, il y a le gastro. Il y en a pour tous les prix. Oui. Et il y en a toujours pour tous les prix, parce que si vous avez envie d'aller à la plage, il y a la plage à Villeneuve-les-Maglones, et vous avez le terminal des Pourcel, où vous avez cette cuisine un peu bistrot, un peu plus comme on fait là aussi, avec toujours la pâte signature des frères. Dans cette émission, on parle des produits, on parle des lieux, on parle des gens, puis on parle aussi des ustensiles. Qu'est-ce que tu as sur ton épaule de ta jolie veste Bragard? Bah moi, elle me quitte jamais. Hein. Laurie, elle m'a fait rire tout à l'heure. Elle me dit c'est quoi une pince à épiler pour la barbe ou... Je fais oui, c'est ça. Ici, on a la chance d'avoir plus de 350 variétés d'herbes et fleurs comestibles autour de la maison. Donc, c'est un véritable plus, j'ai envie de dire. Et chaque fleur et chaque herbe qui vient terminer un plat a tout son sens en fait. Elle n'est pas là pour être là, elle est là parce qu'elle a son intérêt d'être là. Et effectivement, c'est grâce à cette petite pince qu'on vient déposer parce que eh bien, je suis assez perfectionniste dans l'âme, donc j'aime que les choses soient bien mises à leur place. Laurie, c'est quoi ton ustensile? C'est une cuillère en bois. Pour les poules ou pour cuisiner? Non, pour cuisiner, parce que je fais tellement de choses des fois en même temps que j'en oublie un peu les plats. Ouais. Donc du coup, c'est un peu plus facile pour rattraper. Puisqu'on parle de ma cuillère, tu casserole. connais ça? Pas du tout. Ça, tu connais. Très bien. C'est la Georgette. Exactement. Et donc, c'est une pâte, c'est un explorateur que tu as rencontré et que vous connaissez parfaitement. C'est Jean-Louis Oringo. Absolument. Et qui partait et il doit peser ses attelages, puisque quand il va dans le pays du Nord avec les chiens traîneaux, chaque gramme est important, comme un peu dans l'espace. Et il s'est dit, c'est marrant parce que finalement, avec la Georgette, j'ai la pâte de l'ours. Je peux piquer, je peux découper, je peux manger. C'est un super produit. Moi, j'ai toujours adoré ce produit. Il est parti d'une pâte d'ours pour faire un couteau, fourchette, cuillère. Ouais. Ça coupe Et comment franchement, je vais pas te le faire parce que le mieux, c'est de regarder les vidéos de Jean-Louis quand il découpe une orange avec ça. C'est incroyable. Ah oui, Ça fait couteau, ça fait fourchette et ça représente effectivement la pâte de l'ours. Autre ustensile, Élodie. Mon tire-bouchon. Le tire-bouchon. On n'en attendait pas moins de toi. Non, mon tire-bouchon parce que ce soit surtout en cuisine. C'est pas le tire-bouchon, c'est mon tire-bouchon. C'est mon tire-bouchon. Ouais, C'est-à-dire que Julien, ton mari, il n'a pas le droit. Quand il est sage. Oui, c'est ça. Je savais qu'il y avait. Voilà. Non, mais voilà, passé. quand je cuisine, j'adore avoir un petit verre de vin rouge. Enfin, parce que, et puis, j'ai la chance d'avoir une cuisine ouverte où, pareil, c'est un plan central. Et quand les amis débarquent ou la famille, je cuisine, j'ai mon verre de vin rouge et on partage. Pourquoi tu m'as dit que la cuillère, ça symbolisait ta personne? Parce que c'est cette espèce de gourmandise de fin de plat. Ouais. On en parlait tout à l'heure, mais le maître saucier, la France est le seul pays qui a eu le maître saucier pendant des années. C'est une cuisine de sauce, de fond. Et je trouve que
il y a eu la déstructuration de la cuisine qui m'a extrêmement gêné. D'avoir ton plat déstructuré, quand tu vas lire un plat, tu commences par la gauche, la droite, le centre, tu perds l'intégralité du plat, puisque tu vas commencer par quelque chose de très amer, tout d'un coup tu vas aller sur un peu plus sucré, quelque chose d'acide. La cuillère permet de rassembler tout ça. Qu'est-ce que tu ramènes chez des amis quand tu vas à un dîner? Tu ramènes une poule? Non. Ce serait joli. Non, je ramène des rillettes de notre production. Ouais, Tiens, des fais voir. rillettes de poulet. Là, qu'est-ce que c'est comme rillette? Là, du coup, c'est une rillette agrémentée de Rillette de poulet? nature, parce que, Avec plus de viande que de gras. Hein. bien sûr, Ah bah oui. rien n'est mieux que Toi, que t'as de piment nature. d'Espelette. Et après, piment d'Espelette, ouais. Donc, du coup, Ça sent vraiment le poulet. c'est Confirme. ça. Donc, c'est bien Ça parce sent qu'on vraiment peut le piment. toaster, on se fait des petits toasts. Ça plaît toujours à tout le monde. Soit c'est Ouais, on un va peu goûter ou pas, piquant, parce que ou moi j'ai un vrai problème là. soit c'est des natures. Donc c'est toi qui nous as ramené ces œufs mimosa. Oui, c'est ça, c'est moi. S'il te plaît. Comment on fait les œufs mimosa à part mettre du jaune sur du blanc? Déjà, on les met dans une casserole d'eau bouillante avec un petit peu de vinaigre. Ouais. Ensuite, on les laisse 3-4 minutes, ou enfin même un peu plus, on va dire 5. Après, on les retire de la casserole, on les met dans l'eau froide. Ouais. Ensuite, on retire la coquille, on les coupe en deux. On retire le jaune d'œuf. On place du coup les petits blancs dans le fond d'un plat. Et puis après, on fait une petite mixture avec les mains où on mélange en fait le jaune avec un petit peu de mayonnaise maison. Donc un œuf mimosa n'est pas un œuf maillot. On est bien d'accord. On est d'accord, bah oui, quand même. Non. Il y a deux teams. C'est ça. Il y a plus d'œufs que de mayonnaise. Élodie qui allait engouffrer sa rillette. Ouais, je t'ai attendu. Toi, tu ramènes un petit flacon, j'imagine, chez les amis? Ouais, toujours. Un petit flacon de spi ou de vin ou de bière. J'ai aussi la chance d'avoir un frère brasseur juste à côté de Rouen, D'accord. qui fait une très bonne bière depuis une petite dizaine d'années. Et je m'en lasse pas de ses bières. D'ailleurs, je l'embrasse aussi. Et toi, Sébastien, tu ramènes quoi? Principalement un vin dit nature, et que souvent mes copains d'une certaine génération me disent arrête avec tes vins nature, tu nous casses les pieds, rien ne vaut un bon chablis. Bien sûr. Du coup, j'apporte un peu de nature pour leur dire que voilà, on va tester, c'est autre chose, c'est une ouverture d'esprit. C'est des choses que j'ai découvert il y a des années avec des chefs comme Jean Cou, Pierre Jean Cou, où on recevait les trucs naturels dans des bouteilles en plastique, il y avait des choses imbuvables, et puis on émergeait des petites merveilles, voilà. Donc je vais plutôt là-dessus. David, toi, pour respecter la nature, tu as fait un livre qui s'appelle Il est là. Nature. Nature, de la terre à l'assiette. Ça raconte un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Préfacé, Préfacé par Hélène Darroze et Eric le Guérin. coach, Voilà, le mentor, c'est ça. avec des très belles photos. Par saison, c'est ça? Exactement. Il y a 90 recettes que j'ai repris de la télé ou non, mais des plats qui ont aussi marqué l'histoire du Jardin des Plumes. Et puis des recettes facilement réalisables qu'on a réadaptées, surtout pour que la ménagère puisse le refaire à la maison. Eh ben David, merci beaucoup de nous avoir reçus. C'était On un arrive au plaisir. terme de cette émission. On était super bien, mais je crois que tu as un service à assurer. Exactement. Vous pouvez regarder, écouter, suivre Bande de Foot sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez partager nos bons produits, nos bonnes adresses sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, puisque plus vous êtes nombreux, plus on est heureux. Ciao.